Je vais donner la parole maintenant à Olivier Jacques, qui va parler de quelque chose d'important, c'est le cœur de notre débat, de l'esprit de résistance à la résistance incarnée, l'exemple corse. Merci, M. Guillaume. Donc j'ai accepté bien volontiers de venir faire une contribution à ce colloque qui me semble particulièrement important, ce 80e anniversaire. Le sujet général de ce colloque de la résistance à la libération, l'exemple corse, j'ai voulu parler d'esprit de résistance et de résistance incarnée, en soulignant particulièrement le cas de notre île en tant qu'exemple. Alors, en aparté, aujourd'hui je vous parlerai un peu de cohésion et d'unité dans la démarche résistante et dans la libération de la Corse, mais je tiens à vous dire que tous les propos que je vais tenir et rapporter mériteraient soit un prolongement nuancé à la libération avec la tenue des procès de l'épuration et des démarches d'épuration conduites au niveau national dans tous les départements, à commencer par la Corse où, dès le mois d'octobre, on aura une commission d'épuration qui s'installera à l'initiative d'Alger, et cela mériterait d'autres développements, il me semble. Alors, voilà, le plan de la communication en 3 parties. J'ai voulu commencer par la résistance en Corse en tant qu'imaginaire, poursuivre par la résistance en Corse en tant qu'incarnation, et une 3e partie que j'ai appelée la résistance en Corse, une héroïsation. Tout cela pour faire circonscrire en tout cas et faire une évolution circulaire de l'idée, c'est-à-dire de l'imaginaire à l'incarnation et de l'incarnation à l'imaginaire en forme de permanence. Voilà, sur les diaporamas, je n'irai pas plus loin pour l'instant. Vous verrez tout à l'heure, je prendrai un cas particulier qui me tient à cœur, en ce sens que l'image de l'incarnation du résistant, il y en a eu de multiples. J'ai voulu cibler sur un personnage en particulier, je vous expliquerai pourquoi. Donc citer la Corse en exemple pour évoquer la résistance et la libération, c'est d'abord convoquer le général de Gaulle à la tribune de notre colloque. Et en effet, après l'insurrection populaire du 9 septembre et la libération totale de l'île le 4, faisant de la Corse le premier des morceaux libérés de la France, le chef de la France libre entamait une tournée dans l'île du 5 au 8, se rendant à Bastia et à Ajaccio pour y saluer sa population et, je cite, « en tirer la leçon qui se dégage de la page d'histoire que vient d'écrire la Corse française ». Cette leçon forme l'exemple corse, et celui-ci doit être interprété à un double niveau, il me semble. C'est d'abord l'exemple fourni par la Corse en tant que département précurseur de la libération du territoire métropolitain, et nous le savons, l'île est libérée près d'un an avant le continent. C'est ensuite l'exemple du soulèvement d'un morceau homogène du territoire de la République et de sa population contre l'occupant. Cette valeur d'exemple portée par la Corse, Arthur Jewell l'évoqua à l'occasion d'une conférence faite à Radio France le 13 novembre 1943, intitulée « La Corse, un exemple ». Il rappelait alors que la libération de la Corse fut avant tout l'œuvre des Corses eux-mêmes, louant ainsi le soulèvement patriotique du 9 septembre comme celui d'une population insulaire placée derrière l'étendard du Front National et ses près de 12 000 patriotes armés. Il soulignait, tel un exemple pour la France entière, je cite, « C'est avec de pareilles aventures que l'on écrit notre histoire, que la France s'en souvienne et la patrie est sauvée. » Fin de citation. À l'occasion d'un colloque organisé en 2003, intitulé « Résistance et libération en Méditerranée », Bruno Drewski a déclaré « Le sens constitue un exemple particulièrement brillant d'insurrection populaire, politique, autonome, visant à la libération d'un territoire occupé par les nazis. » Fin de citation. Il ajoutait, je cite, « Cette victoire a été rendue possible par plusieurs facteurs propres à la Corse, à savoir une géographie montagneuse propice à la résistance, un tissu social fait de solidarité ancestrale, la présence d'un front national hégémonique et enfin un contexte militaire favorable à la reddition de l'Italie. » L'auteur allait encore plus loin en comparant la Corse au modèle yougoslave ou albanais. Puis en 2011, Sylvain Grégor y a montré à son tour combien les dimensions régionales ont pu influencer et caractériser le fait régional en Corse, et sans doute plus qu'ailleurs, du fait même de l'insularité et du modèle sociétal insulaire.
Cet exemple corse, si atypique et précurseur des mouvements de libération de la France continentale, a vu la naissance après-guerre de ce que j'ai appelé un roman national corse. Celui-ci semble résulter d'un imaginaire collectif propre à la société corse, construit autour d'une culture commune ancestrale. Cet imaginaire traditionnel partagé a certainement facilité l'émergence des mouvements patriotiques soutenus par l'hégémonie du Front National et la présence communiste au maquis. Dès lors, la résistance insulaire a pu se déployer dans un environnement qui lui était favorable, d'abord de façon inorganisée, puis de façon structurée, grâce au Front National, le tout en réaction à la menace annexionniste de l'Italie fasciste et à la politique conduite par le régime de Vichy. Cette résistance, d'abord déclamée, a fini par être incarnée, permettant l'émergence de figures héroïques. Ce sont ces héros, hommes et femmes, qui ont contribué à leur tour à la construction de ce roman national corse constitutif, de l'image d'une Corse toute résistante et finalement libérée par le soulèvement de sa seule population. Alors sur la résistance déclamée, très tôt, sous des formes diverses, l'engagement résistant et l'action clandestine furent le fait d'une opposition morale au plein pouvoir conféré au maréchal Pétain le 11 juillet 40, suite au vote majoritaire des parlementaires de la Troisième République. Et à ce sujet, il n'est pas inutile de rappeler que parmi les parlementaires corses, seul le sénateur actuel socialiste Paul Jacob, bien isolé, s'opposa au plein pouvoir, forme de résistance initiale à ce qui allait se diffuser et se transformer plus tard, notamment à partir du 11 novembre 1942, en état d'esprit majoritaire au sein de la population corse. Pour autant, le tout premier acte de résistance fut assurément le serment de Bastia, comme l'a rappelé Steve Tugolin tout à l'heure. Cette proclamation intervient, et c'est original, en amont de la déclaration de guerre, prononcée par Jean-Baptiste Ferracci le 4 novembre 1938 à Bastia. Nous en avons parlé. Le serment de Bastia n'est pas étranger à l'existence sur l'île d'une italophonie grandissante, pointant les bouquets désormais méprisés. En réalité, l'essor de la résistance en Corse est étroitement lié à la situation singulière de la Corse, tant structurelle que conjoncturelle. En effet, du point de vue structurel, l'insularité de la Corse explique le positionnement de sa population au regard des événements politiques nationaux et internationaux. La Corse étant au large des côtes italiennes et en proie aux revendications territoriales portées par l'Italie fasciste, il est aisé de comprendre la diffusion dans l'île d'une italophobie croissante à mesure que la menace se précise, et ce jusqu'à l'occupation complète de l'île le 11 novembre 1942. Par ailleurs, du point de vue de la politique intérieure française, le fonctionnement politique dans l'île répond sur le temps long à une situation propre au territoire. Celle-ci consiste traditionnellement à disposer de grands élus qui représentent les intérêts locaux à Paris et qui de fait se font le relais de la population locale en se plaçant à la tête de clans opposés partis et contrapartis, tout traditionnellement avant-guerre, landristes et piétristes. La population corse demeure en effet de façon constante dans l'attente de l'aide apportée par ces grands élus à la démission notabilière, ceci en échange d'un soutien électoral indéfectible. C'est cet équilibre traditionnel qui est bouleversé avec l'installation des autorités représentatives de Vichy sur l'ensemble de l'île. Je pense ici aux nombreuses délégations spéciales instituées dans les communes corses et conformes aux aspirations du nouveau pouvoir en place. Il convient par ailleurs d'évoquer la situation conjoncturelle spécifique à la Corse entre 40 et 43 au regard du ravitaillement d'abord, cette question stratégique étant à même de faire basculer l'opinion, si l'on en juge les manifestations des ménagères des 22 et 23 mars 1943 à Bastia. En outre, il ne faut pas perdre de vue la position du régime de Vichy au regard du service du travail obligatoire, et ce dernier ayant conduit de nombreux Corses à prendre le chemin du maquis. Ces deux éléments correspondent à ce que Jean-Paul Téléguénec et Ange Robert ont appelé, je cite, le basculement de l'opinion publique. Cette désaffection à l'égard du régime de Vichy trouve une illustration frappante avec le recul de la Légion française des combattants. Alors que cette dernière avait connu un nombre record d'adhésions culminant à près de 20 000 en 1941, le mouvement s'essouffle dès 1942, victime des orientations du régime de Vichy qui font craindre à la population corse, dans un contexte matériel qui ne cesse de se dégrader, le travail forcé en Allemagne, en plus de l'annexion italienne. L'italophobie grandissante de la population corse est très clairement identifiée et retracée dans les rapports périodiques des préfets, qui relatent à l'intention du gouvernement Vichy l'état d'esprit de la population insulaire au regard de l'Italie
et les conséquences sur le climat politique dans l'île. Dans un rapport précoce du 23 octobre 40, un commissaire de police en charge de la surveillance du territoire livré au préfet de Corse et à l'état de son enquête, je cite, « On vit ici avec la hantise de l'occupation italienne. Je n'ai pas besoin, monsieur le préfet, de m'étendre sur le sentiment du Corse envers l'Italie. L'Italie est considérée dans ce département comme l'ennemi héréditaire, comme étant la race inférieure, et à ce titre, on le méprise. Et c'est cette crainte d'être incorporé un jour à l'Empire italien qui fait naître cette vague d'anglophilie. À l'heure qu'il est, l'anglophilie n'est qu'une forme d'italophobie. » Nommé par Vichy le 20 août 40, le préfet Paul Ballet avait très vite pris conscience de cet état d'esprit. Il souligne la haine inexpiable des Corses pour l'Italie, sentiment qu'il analysait comme l'exaspération d'une hostilité de longue date, le mépris ayant cédé la place à la haine en raison des revendications annexionnistes de l'Italie fasciste. Dans son ouvrage « L'occupation italienne de la Corse », publié en 1949, Jean-André Livrelli a tenu à rappeler cette hostilité de la population. Je cite, « L'éventualité d'une annexion par les Lucchese, les Corses ne peuvent l'envisager sans qu'une rage sourde gronde au fond de leur être. Ils évoquent à ce moment cette haine atavique qui, pendant des siècles, ont dressé leurs ancêtres contre le Génois. » Dans ce contexte général, les premiers actes de résistance sont avant tout idéologiques et symboliques. À en juger les pièces présentes dans les archives, les tracts clandestins attestent l'existence de cet état d'esprit, et c'est précisément et fort logiquement les militants du Parti communiste qui sont à l'origine de ces actions. De même, et en amont de ces tracts, des inscriptions et graffitis sont relevés par la police et la gendarmerie dans diverses localités. Ces manifestations demeurent néanmoins sporadiques, même si elles attestent l'existence d'une résistance naissante. Il faut dire que la région Corse du Parti communiste français, qui a été fondée en 1937 à la suite du congrès de Bastia du 4 avril, et qui réunissait alors quelques 180 militants, est alors plongée dans la clandestinité. En effet, en raison de l'entrée en guerre et du fait de l'abolition de l'URSS à l'égard de l'Allemagne, le parti a été dissous le 26 septembre 1939 sur décision du Daladier, et les poursuites ont été engagées contre les éléments les plus radicaux. D'ailleurs, en Corse, au mois de juin 1940, alors que des militants communistes et irrédentistes corses figuraient au carnet B des individus identifiés comme agitateurs, une quinzaine d'entre eux, dont 7 communistes, furent internés à Calvi au Fort Maïmois sur décision préfectorale, subissant au même titre que les irrédentistes les cris de la foule rassemblée pour l'occasion. Je cite, « À mort les traîtres, ils nous ont vendus au poteau ». De son côté, le gouvernement de Vichy s'est lancé dans une véritable traque contre la propagande communiste. En témoignent par exemple les mesures prises par le préfet de Corse Paul Ballet par arrêté du 30 novembre 40, visant aussi bien les auteurs de tracts communistes que les militants communistes notoirement connus, en leur promettant une mesure d'internement administratif et des poursuites judiciaires. Au-delà de l'engagement idéologique des militants communistes dans la lutte, c'est principalement l'invasion italienne qui a facilité l'émergence d'un mouvement patriotique de masse en Corse. Dans l'entretien qu'il a livré à Dominique Lanzala, Étienne Michel, dit Léo, responsable des jeunesses communistes de Bastia au début de la guerre, puis organisateur du Front patriotique des jeunes et membre de la Troïka de la région de Corse, confie que l'émergence du Front National a été facilitée par l'arrivée des Italiens. Je cite, « Sur la base de la lutte antifasciste et avec comme mot d'ordre le mot d'ordre de la Corse qui devait rester française, nous n'avons pas eu grand mal à lancer un mouvement après l'occupation italienne. » Dans le journal clandestin, le journal clandestin Terre Corse a comme bandeau, et nous l'avons dit tout à l'heure, Forti Sarem, c'est Saremo Uniti, nous ne serons forts en étant unis. Cette phrase qui fait écho à l'appel de Pascal Paoli n'est pas anodine, c'est un appel au peuple, et paradoxalement, elle fait écho aux propos du sénateur radical socialiste Paul Jacob à la Libération. En effet, dans une interview qu'il donne à la presse franco-alliée le 2 octobre 1943 à Alger, le sénateur Paul Jacob y abordait le sujet des organisations collaborationnistes. Répondant à une question relative à la Légion française des combattants et au parti collaborationniste, il affirmait, je cite, « Chez nous, les organisations de Vichy n'ont jamais pu exister. Elles sont mortes-nées, elles sont mort-nées. Toute la jeunesse faisait partie de la résistance clandestine. Vichy n'avait qu'une façade. » Fin de citation. Cette déclaration a de quoi surprendre.
dans la mesure où elle annonce déjà le portrait convenu d'une Corse toute résistante, et ce alors même que le CFLN venait d'instituer la veille une commission d'épuration de Corse. L'affirmation du sénateur Giacobbi, volontairement simpliste, visait alors à minimiser l'existence du phénomène collaborationniste en Corse et à restituer l'image d'une Corse entièrement tournée vers la résistance. Pour autant, s'il concevait l'unité de la résistance à travers le Front National, il allait relativiser la représentation des communistes dans le mouvement en créant, au mois d'octobre 1944 avec Henri Maillot, le mouvement de la 4e République résolument gaulliste. N'oublions pas que le sénateur Paul Jacob sera nommé président de la commission départementale provisoire, tout comme il sera associé à l'Assemblée consultative provisoire d'Alger, avant d'être nommé ministre du ravitaillement au sein du GPRF. La vision de Paul Jacob n'était toutefois pas celle de la résistance communiste, qui, par la voix de François Vittor, secrétaire du Front National pour la Corse, se confiant à Radio France Alger le 24 septembre 1943, avait évoqué, certes, les 15 000 combattants du Front National réunis pour la libération de l'île, mais également la dissolution des organisations collaborationnistes, ainsi que leurs chefs emprisonnés. Dès le 9 septembre, la situation n'était donc pas celle d'une Corse toute résistante et communiste, mais plutôt celle d'une île faite de complexité, d'opposition, reflet de la politique traditionnelle insulaire. La construction du roman national corse résulte là d'une vision d'une île toute résistante et portée par le Front National. Elle fait écho à l'image d'un territoire mythifié et renvoie à l'imaginaire collectif insulaire vers lequel Jean-Martin Franck, qui allait lancer chaque soir depuis Alger, sur les ondes radiophoniques, un appel aux Corses. Je ferai une incise ici sur un territoire mythifié, avec l'émission Aux Corses. Pour accompagner la résistance, le territoire va être mythifié, glorifié, dans toute sa singularité, par Jean-Martin Franck, grâce à une émission radiophonique intitulée Aux Corses. Diffusée depuis Alger, je cite en dialecte corse. En réalité, l'auditeur pouvait entendre parler corse, mais également français. Dans son ouvrage intitulé Vers l'île captive, livre édité à Alger en 1945, Jean-Martin Franck y reprend les textes des principales émissions diffusées à partir de juillet 1942. Arthur Giovone y insistera d'ailleurs à la Libération en 1944 sur l'impact de la presse clandestine et de la radio sur la résistance en Corse, soulignant, je cite, qu'elles ont été l'une des meilleures armes du Front National pour rassembler et entraîner l'ensemble de la population saine. Je vais aller un petit peu plus loin dans mon texte, qui est un peu lourd, en citant Le Patriote, qui titrait depuis Ajaccio, je cite, « Ils se battent comme des lions ». Jean-Martin Franqui rendait ainsi hommage à tous les héros de notre Corse. Dans son ouvrage « La Corse à l'épreuve de la guerre », Hélène Chauvin a toutefois insisté sur la notion d'incarnation du fait résistant. Elle expliquait alors, je cite, « Il ne suffit pas d'écouter en cachette la BBC pour se dire résistant », fin de citation. Elle renvoyait à l'exemple d'un instituteur du village de Porcia qui lui confiait avoir été, je cite, « résistant passif de juillet 40 à août 43, puis actif d'août 43 à octobre 43. Ce qui m'amène à parler de l'incarnation et d'une structuration propre au territoire. Comme le suggère Maurice Choury dans son ouvrage Tous bandits d'honneur, le territoire insulaire, par sa double spécificité géographique et sociétale, a été le catalyseur de l'union patriotique. Pour l'illustrer, l'auteur explique que, je cite, « chaque village est un bastion du Front National. Les hameaux et les bergeries sont autant de relais pour les hommes du maquis », fin de citation. Évoquant le hameau de Penta, près de Pétrette, il affirmait ainsi, je cite, que toute la population valide est dans la résistance. L'organisation patriotique de l'île semble donc calquée au territoire et sans équivalent sur le reste du territoire métropolitain, et c'est d'ailleurs ce que suggère Bruno Drewski dans son étude comparative des insurrections patriotiques en Europe, du centre et de l'Est, plaçant la Corse dans une situation atypique, proche de l'Albanie et de la Yougoslavie. J'insisterai sur l'influence croissante du Parti communiste, facilitée en Corse à travers le prisme du Front National rassembleur en tant qu'outil. S'agissant de l'hégémonie communiste dans la construction de la résistance insulaire,
Ange Robert fait la même analogie sur la Corse et la Yougoslavie, se demandant toutefois ce qui a pu favoriser ce contexte favorable à la lutte, tant la représentation communiste en Corse était limitée sous l'empire répressif de la Révolution nationale. Il semblerait qu'au-delà de l'effort de structuration conduit par les communistes corses, le déplacement en Corse au début de l'année 41 de Pierre-Georges, futur colonel Fabien, eh bien, c'est le déséquilibre de la structuration politique traditionnelle provoquée par l'installation du régime de Vichy qui a permis l'émergence d'un courant communiste puissant à travers le Front National naissant, notamment dans le secteur rural, en tant que nouveau contre-pouvoir rassembleur faisant face au régime en place et de fait à l'ennemi. Alors dans cette incarnation, je reprendrai juste je reviendrai sur quelques paroles de la chanson à Saint-Pierre, le chant patriotique composé par le patriotique communiste Jean-Nicole et Tonio Villastrogne. Et j'ai noté l'appel au soulèvement des Corses, de tous les Corses inscrits dans la France républicaine, qui retentit comme un cri patriotique destiné au peuple uni, par les armes, contre les ennemis, sous-entendu ceux qui attaquent la Corse. J'irai un petit peu plus loin en parlant du maquis. S'agissant du terme maquis rapporté au territoire insulaire, Maurice Chaury n'oublie pas de rappeler qu'en Corse, au maquis, on doit aide et protection aux macagnols et forme de droit d'asile connu et accepté de tous, le maquis constituant la base de départ pour toutes les embuscades et coups de main, tout en constituant, je cite, le refuge des pourchassés, fin de citation, comme autant des bandits d'honneur. Dans son récent ouvrage, intitulé Nouvelle histoire de la résistance en Corse, Sylvain Grégor a insisté sur le caractère propice à la résistance que constitue, je cite, l'espace pastoral montagnard. Pour l'auteur, c'est bien le modèle sociétal ancestral organisé autour de la famille, du village et du maquis en tant qu'espace refuge traditionnel qui a favorisé l'essor de la résistance insulaire. Le caractère global de la résistance en Corse doit ainsi être identifié comme, je cite, une résistance de masse à partir de l'été 43, le général Gambiez rapportant le nombre de 12 à 13 000 combattants en septembre 43. Ces combattants ont fait jouer les liens de proximité pour se regrouper, chaque membre du groupe initial recevant la mission de former lui-même un nouveau groupe avec des parents, amis et hommes solides. Fin de citation. J'évoquerai une dualité dans la lutte. Parler de la structuration des réseaux de la résistance patriotique dans l'île et imaginer que l'insurrection ait pu être sui generis serait faire fausse route. En effet, si l'occupation de l'île par les troupes italiennes a été un véritable accélérateur de la résistance de masse, l'armistice italien annoncé le 8 septembre a quant à lui été le déclencheur de l'insurrection patriotique. Pour autant, celle-ci n'a été rendue possible que par le double effort réalisé depuis l'extérieur, d'une part, pour armer les réseaux, tant par le biais des terrains de parachutage que par le débarquement de matériel depuis la mer, et d'autre part, procéder à l'unification des réseaux de la résistance insulaire. Je pense ici aux missions Pearl Harbor, Sea Urchin et Frédéric. À ce propos, il faut rappeler ici l'action déterminante du lieutenant-colonel Paulin Colonna-Distria, alias Cesari, envoyé par le général Giraud pour unifier la résistance après les efforts déployés par Fred Cameron sous l'autorité du DCRA de Londres à l'occasion de la mission Sea Urchin pour structurer le réseau Action Air de Corse. Au-delà du potentiel insulaire, la résistance corse put compter sur d'autres forces alliées, bien sûr, et dans le cadre de l'opération Vésuve, déclenchée par Alger. Il est utile ici de rappeler l'action éclatante du bataillon de choc, dont les 109 premiers hommes débarquèrent à Ajaccio le 13 septembre, depuis le Casabianca, mais italiennes également, leur ralliement aux patriotes ayant été acté dès le 9 septembre, et n'oublions pas que de nombreux soldats italiens, simples conscrits, avec une sensibilité politique totalement étrangère au fascisme italien. Enfin, il faut souligner le rôle particulier de plusieurs membres du corps préfectoral qui, dans l'ombre, à l'image de Pierre-Henri Rix, sous-préfet de Bastia, a été en lien direct avec Londres. Par son action, Rix limita la portée de la politique de Vichy dans l'île. Dans une récente publication de la revue Études Corse, Maurice Edens est revenu sur l'action de Pierre-Henri Rix et sur son engagement au profit de la France libre. Je vous invite à lire cet article qui est assez intéressant et qui, parfois, permet, dans le cadre de la démarche d'historien, de relativiser certaines choses. Je passerai maintenant à l'héroïsation, parce qu'au sein de la mosaïque résistante, l'incarnation a permis l'émergence de figures héroïques.
Dans la lutte, les personnalités sont ainsi passées de l'ombre à la lumière, de sorte que la seule évocation de leur nom a suscité l'engouement de toute une population. Pour preuve, en 1943, le nom de Ribelle, faisant référence à Dominique Loutine, est devenu à lui seul un symbole de la lutte armée contre l'occupant. Je vous invite à regarder le diaporama, puisque je tiens à vous présenter un résistant devenu héros, en la personne de Paul Millet, compagnon de la Libération. Alors ils sont nombreux les patriotes corses dont le nom pourrait être cité à la tribune de ce colloque. Paul Millet, alias Orgone, est l'un d'entre eux. Il représente en tant qu'individu l'héroïsation. La résistance a besoin d'être incarnée. Paul Millet est issu et cette incarnation, comme c'est le cas de la trentaine de compagnons de la Libération, corse ou originaires de Corse, dont les noms figurent sur la stèle mémorielle que le passant peut découvrir à Ajaccio en se promenant place Millau. Paul Millet se distingue à plus d'un titre, faisant en quelque sorte le lien entre toutes les formes de résistance en Corse. Né en 1902 à Sauta, dans le sud-Corse, il est issu d'une famille d'exploitants agricoles représentatifs de cette partie de l'île. C'est aussi un Corse de la diaspora. En effet, instituteur en 1922, il préfère intégrer les services civils de la France d'outre-mer, de sorte qu'à l'entrée en guerre, avant d'être mobilisé, il est en poste à Lomé, au Togo. Refusant l'armistice, il est arrêté le 25 septembre 1941 alors qu'il essaie de passer en territoire britannique avec l'un de ses camarades, un certain Michel Folly, pour rejoindre les forces françaises libres. Un temps interné à la pension civile, à la prison civile de Lomé, sur le fondement du décret du 10 septembre 1940, il est jugé par le tribunal militaire permanent de Dakar le 27 janvier 1942 pour acte de nature à nuire à la défense nationale. Il est acquitté mais révoqué de son poste. Sa décision est prise, il rejoindra la Corse. Quoi qu'il en soit, ce qui caractérise Paul Millet, c'est le passage du citoyen au héros, porté par les circonstances exceptionnelles de la guerre. En 1942, Paul est un homme mûr, il a 40 ans, et son engagement résulte d'un chemin de vie qu'il a porté de son île natale vers l'Afrique, en servant la République française sans jamais oublier la Corse. Dès sa sortie de prison, il rejoint en effet l'île pour entrer en résistance le 1er décembre 1942 au sein du Front National. Il devient délégué pour la zone de Sauta et participe ainsi à la mise en place du groupement qui réunit les sous-groupements de Zerobia, Coracache, Cara, Borivoli et Carbine, ensemble de 258 patriotes répertoriés au registre du Front National dans les archives du service historique de la Défense. Alors que Paul Millet est en mission auprès du comité d'arrondissement du Front National, il est fait prisonnier par les Allemands, mais parvient à s'évader. Rejoignant le groupement de Sauta, il participe à plusieurs combats contre les troupes allemandes en progression dans la région, dont, je cite, le 15 septembre 1943, au cours de l'attaque dirigée contre une colonne motorisée allemande sur la route stratégique reliant Bonifacio à Ligny. Ce fait d'armes a valu à Paul Millet l'attribution de la croix de compagnon de libération par décret du gouvernement présoire le 14 novembre 1944. Alors, au-delà du fait d'armes, à l'occasion de l'insurrection patriotique conduite par le Front National, Paul Millet est nommé maire de Sauta à l'appel de la population. Il est l'un de ces maires des mitraillettes, sommairement élu en plein air, par acclamation publique, sous la supervision du Front National. Le 10 septembre 1943, une résolution populaire est adoptée à Sauta par les 300 habitants rassemblés, je cite, dans la joie de la victoire sur l'ennemi. Dans le même temps, un autre document liste le nouveau conseil municipal composé de 14 membres, conseil à laquelle figure le nom du nouveau maire, Paul Millet. Ce procédé, dans les jours qui suivent le 9 septembre, généralement pour remplacer les délégations spéciales installées par Vichy, ne reçut toutefois pas l'approbation du préfet Charles Luizet, nouveau préfet de Corse arrivé sur l'île le 14 septembre. D'abord pour y représenter le comité français de la libération nationale, ensuite pour reprendre la main sur le territoire au nom de la France libre et tempérer la présence communiste, ceci dans la perspective de la restauration républicaine et des futures élections locales. À la fin de la guerre, Paul Millet reprend ses fonctions d'outre-mer, devenant administrateur en chef de la France d'outre-mer, avant de rejoindre son village pour y prendre sa retraite et décéder le 31 décembre 1972. À son décès, un article de presse lui fut consacré dans le Provençal Corse. Il y est fait mention des obsèques d'un grand patriote.
Cérémonie à laquelle participaient, outre une foule nombreuse et la famille, Henri Maillot, président des Compagnons de la Libération de Corse. L'homme, le résistant, était devenu un héros immortel dont la mémoire était désormais partagée et entretenue par la population réunie autour d'un symbole. Il peut sembler curieux de ne citer qu'un homme pour illustrer l'héroïsation de la résistance insulaire pendant la Seconde Guerre mondiale, et ce d'autant plus que de nombreux autres patriotes auraient pu figurer dans le texte à la place de Paul Millet-Lille. C'est par exemple le cas de Jean Nicole, dont on a parlé, sauvagement exécuté à Bastia par le représentant d'Italie fasciste le 30 août 1943, de André Giusti et Jules Mondologne, abattus à Ajaccio par les carabiniers lors de la fusillade de la brasserie Nouvelle, le 17 juin 1943, ou encore de Fred Scamarone, qui trouva la mort dans sa cellule à Ajaccio le 19 mars 1943, tous inscrits au martyrologe de la résistance en Corse. En s'arrêtant sur le portrait de Paul Millet-Lille, j'ai voulu mettre en lumière une personnalité moins connue du grand public et pourtant reconnue comme un héros, tant par les autorités de la France libre que par la population locale, et ce, pour la postérité. Avec ce portrait qui vient d'être livré, alors vous avez à l'écran quelques reproductions de documents qui sont issus de la famille Millet-Lille. Je vous signale que le petit-fils, l'un des petits-fils est dans la salle aujourd'hui. Nous avons la carte membre du Front National et une attestation du Front National. Nous avons un peu plus loin la résolution du Front National et du village par acclamation populaire porte Paul Millet-Lille à la fonction de maire dans le village. Et enfin, nous avons ici une carte de résistant, le décret d'attribution de la Croix Compagnon de la Libération, et enfin ici l'article qui signale les obsèques de ce résistant. Et j'ai insisté sur un résistant, mais avec ces hommes d'exception, le risque serait de ne pas parler des femmes engagées dans la résistance insulaire, femmes dont l'histoire n'a pas toujours retenu les noms, et pourtant il y eut des femmes corses de l'ombre. Évoquer l'histoire des résistants corses pourrait laisser croire que les femmes restèrent en retrait de l'engagement patriotique. Nous savons que c'est faux. Le chemin de vie de Daniel Casanova, en fait, c'est une gente péri, dont le destin tragique se joua en réalité à Paris, du fait de son engagement communiste, atteste à lui seul l'héroïsation des femmes au même titre que les hommes, que nous venons d'évoquer. Dans un article qu'elle consacre à cette résistance, Sandra Fayol va beaucoup plus loin en utilisant l'image, je cite, de la canonisation, pour illustrer la place de Daniel Casanova dans l'imaginaire résistant. Elle estime que la résistante corse occupe une place à part dans, je cite, le panthéon des héros communistes de la résistance. Positionnement entretenu dans le cadre du processus de commémoration depuis la libération. Je voudrais également parler de René Pierini, qui est non seulement le nom de l'épouse de Pierre Pagès, membre de la Troïka en Corse, à compter de 1942, mais également une militante communiste engagée dans le mouvement communiste étudiant à Paris, ainsi qu'avec sa sœur Danielle au sein de l'Union des jeunes filles de France. Elle était également la belle-sœur de Maurice Choury par sa sœur Emma, elle-même militante communiste. Sur l'engagement féminin, il est utile de revenir sur un épisode majeur de la genèse de l'insurrection patriotique corse, à savoir celui des manifestations bastiaises des 22 et 23 mars 1943. Lors de ces journées, les ménagères corses sont plusieurs centaines de défilés en ville pour protester contre la nouvelle diminution de la ration de pain par les autorités. Ce mouvement social anonyme lié aux difficultés de ravitaillement n'est pas sans lien avec les mouvements communistes, bien sûr, qui récupèrent habilement l'événement en se joignant au mouvement, à travers notamment les publications clandestines de Terre Corse, qui citent « À travers l'île, les populations corses se soulèvent », ajoutant même, je cite, « Par ces manifestations de masse, le peuple corse réaffirme une fois de plus aux fascistes italiens comme aux traîtres de Vichy sa ferme volonté de ne pas vouloir crever de faim pour faire plaisir aux Lucquois, sa ferme volonté de vivre français. » Fin de citation. En évoquant la revue Femmes de Corse dans le cadre de l'exposition du musée de Bastia, Corsica 39-45, Alexandra Moretti rend hommage à l'action de ces femmes pendant la guerre, notamment à travers les comités populaires des femmes, organisations féminines liées sur l'île au Parti communiste et au Front National. L'auteur ne manque pas l'occasion de citer Maurice Schumann, qui, au micro en 1943, déclare « Si, comme dans la dernière guerre, la femme a donné des centaines d'héroïnes pour la liberté, pour la première fois dans cette guerre, elle lui a donné des centaines de milliers de combattantes. » Fin de citation.
Je voudrais évoquer l'étude qu'a menée Antoine Paulet de la NACRE sur la résistance des femmes en Corse avec une contribution mise en ligne en 2019 à travers l'étude des cartes de combattants volontaires de la résistance. Il a pu relever que ces femmes n'ont pas eu accès à ce statut, bien qu'elles aient manifesté un engagement sans pareil. Alors, c'est lié au mode d'action de ces femmes. Ainsi, les femmes ne semblent pas avoir pratiqué une résistance armée. Elles ont été de façon discrète mais massive le relais nourricier du maquis, trévision sans lequel les patriotes n'auraient pas pu conduire l'instauration libératrice saluée par le général de Gaulle. Sylvain Grégory ne manque pas de le souligner en écrivant, je cite, que l'aide apportée par les femmes à ceux qui se sont réfugiés dans le maquis a été l'un des fondements de cette résistance civile féminine insulaire. Sans ces femmes, ces magagioles n'auraient pas pu tenir au maquis bien longtemps. Fin de citation. Alors pour conclure, en évoquant la résistance en Corse à l'occasion de ce colloque qui parcourt le territoire insulaire de la résistance à la libération et en citant la Corse en exemple, j'ai voulu montrer par un rapide survol du sujet à quel point la Corse a su trouver le chemin de la libération en tirant parti de ses spécificités géographiques, solidarité sociétale, culture commune, tout en profitant d'un contexte de politique intérieure favorable, déstabilisation du modèle politique traditionnel au bénéfice d'un parti communiste émergent et d'un contexte militaire opportun, la reddition des Italiens. En réaffirmant leur attachement à la République française à l'occasion du serment de Bastia et en réaction aux revendications annexionnistes de l'Italie fasciste, les Corses ont consolidé ce lien, notamment grâce aux publications clandestines de la résistance. C'est d'ailleurs en développant leur influence sous le prisme du Front National que les militants communistes ont pu prendre dans l'île une position hégémonique, leur permettant de développer un réseau de patriotes structuré dans les bassins de vie locaux traditionnels, arrondissements, cantons, communes. Dès lors, à travers sa revendication libératrice et du fait de mise en lumière de ses patriotes les plus actifs, la résistance en Corse a réalisé l'incarnation de ces valeurs à travers ses principaux héros. Ces personnalités ont favorisé à leur tour l'émergence d'un mouvement populaire patriotique de grande ampleur, permettant aux militants communistes d'envisager certes la libération, mais au-delà, la poursuite après-guerre de leur ambition politique. Ces patriotes emblématiques, j'ai pris un exemple, mais souvenons-nous des photos de Maurice Choury à Ajaccio, jugé avec ses camarades sur une ambulance blanche et entouré d'une liesse populaire agitant des drapeaux tricolores devant la résidence du préfet de Vichy. Ces photos ont nourri la mémoire collective. Cette mémoire est désormais entretenue dans les familles. Elle constitue une sorte de flambeau qui passe de père en fils au fil des générations, tel un imaginaire collectif partagé, à l'image du jeune Ernest Bonacoche, récemment cité dans la presse, insulaire pour avoir notamment guidé les goumiers marocains dans le secteur de Saint-Florent alors que ce jeune fils d'immigrés italiens n'avait que 14 ans. 80 ans après la libération du territoire, la Corse continue d'entretenir cette insurrection patriotique à l'image des plaques commémoratives apposées en septembre 2023 à Ajaccio et Bastia en mémoire de la résistance communiste. L'une en l'honneur de Maurice Choury, l'autre en l'honneur de Léo Miguel. Si les hommes sont les héros de ce roman national corse, du fait de leur surreprésentation naturelle dans l'action résistante, les femmes ne sont pas pour autant absentes, nous l'avons vu. À l'échelle de la Corse, c'est parce que ces héros incarnaient des valeurs communes propres au territoire que leur histoire transcende désormais les générations, mais elle est également un enjeu de mémoire. En effet, il n'y a pas une mémoire, mais des mémoires qui, je cite, reconstruisent chacune à sa manière ce passé commun, généralement pour revendiquer la remémoration dans le présent. Ribelle a été l'un de ces enjeux, nous le savons. En 2023, 80 ans après la libération, alors que Fred Scamarone est mort le 19 mars 1943, la même année que Jean Moulin, eh bien Fred Scamarone est l'un de ces flambeaux de la mémoire insulaire. Et si Jean Moulin est entré au Panthéon en 1964, accompagné des mots d'André Malraux, Fred Scamarone est entré depuis longtemps au Panthéon des Corses libérateurs. La cellule dans laquelle il s'est donné la mort fait désormais partie du circuit mémoriel des commémorations annuelles. Quant à Danielle Casanova, elle a acquis l'image de, je cite, la Sainte laïque, faisant l'objet d'une commémoration annuelle à Piane. Elle a d'ailleurs été honorée d'une visite ministérielle en 2023, signe que les femmes corses, elles aussi, ont acquis l'image du héros dans le combat libérateur de l'île. L'année 2024 sera quant à elle celle des 80 ans de la libération de Paris. Il nous appartiendra alors de dépasser le seul cadre insulaire
et de se projeter à Paris, au Panthéon. Missak Manouchian y fera son entrée avec son épouse. Méliné, représentant la main-d'œuvre immigrée des FTP-MOL et figure emblématique de l'affiche rouge, la résistance française y sera à nouveau incarnée et héroïsée par le sang versé au nom des valeurs des Lumières et de l'amour de la France. Missak Manouchian fera à son tour figure d'exemple, finalisant en quelque sorte l'union de la résistance française dans sa quête internationale de liberté. Je vous remercie.